C'est un territoire qui est constitué par 25 000 hectares de forêt, sur lequel il y a de manière très traditionnelle 16 filières agricoles en termes de diversification, et où bien sûr il y avait un aspect pastoral qui est important parce que la première réalisation en termes de réflexion, ça a été le plan paysage du Pays de Fayence, qui a permis une des premières rencontres entre les élus et les éleveurs. L'histoire agricole du canton de Fayence, elle est variée, multiple, diversifiée surtout. Et alors déjà par le territoire géographique, composé d'une grande plaine au sud, et puis des montagnes, d'un côté Mons par exemple, et puis de l'autre côté Tanneron. Au sud, la flore à parfum, la vigne, beaucoup, et dans les collines, surtout l'élevage ovin et bovin aussi. Mais ça reste quand même des petites productions. Mes parents faisaient de la culture de betteraves, carottes pour les petits agneaux, les chevreaux. Et puis ensuite des lentilles, des pois chiches, enfin des pommes de terre. Ils semaient du blé. Bon, ils allaient faire leur farine au moulin de Mons, qui est au bord de la Siagnole. Ils récoltaient les olives, ils faisaient leur huile. Chacun faisait pour soi-même, pour la famille. En fait, on vivait en autarcie. Mes ancêtres, beaucoup, ont fait de la polyculture, c'est-à-dire de la vigne, des olives, et un peu de plantes à parfum aussi. Il y a eu des années fastes et des années néfastes. Mon grand-père disait, quand on travaille 3 jours, un jour pour nous, un jour pour la météo et un jour pour les impôts. La vie était plus dure, mais était plus heureuse, parce qu'il n'y avait pas toutes ces contraintes et ces règles qu'on a maintenant. On consommait local, on travaille localement, on avait besoin d'un outil, c'était le forgeron du coin qui nous le faisait, voilà, mais c'était un peu partout en France, mais ici encore jusque dans les années 60. Quand j'allais à l'école, le paysage, c'était des champs de blé, des champs de pois chiches. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, pour ne pas dire plus rien. Ça allait très bien jusqu'à la guerre de 14. Arrivé à la guerre de 14, avec la disparition de beaucoup d'hommes, de bras, l'agriculture a un petit peu chuté, mais elle est restée quand même toujours vivace, mais encore une fois, toujours en autarcie. Ensuite, ça a recommencé un petit peu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Production de vin, production de plantes à parfum, énormément aussi. Et puis ensuite, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 60, pareil, ça a continué sur ce rythme-là. Et puis après, alors, ça a complètement périclité avec l'arrivée du modernisme, l'électricité, les produits de synthèse qui ont remplacé les fleurs à parfum. Et puis ça a été progressivement remplacé finalement par le tourisme, tout ça. Le Pays de Fayence a été très marqué par l'arrivée de l'autoroute, la création du barrage de Saint-Cassien, le lac de Saint-Cassien, si vous voulez, et la pression du littoral. Cette évolution historique a fait que les communes, progressivement, ont abandonné les terrains agricoles avec aucune réflexion stratégique intercommunale, et que donc chaque commune a créé autour de cet axe majeur qui était la RD 562, eh bien, l'ensemble de ces zones d'activité, l'ensemble de tous ces lotissements qu'on dit de la plaine. L'objectif stratégique était non écrit, mais toutes les décisions politiques qui ont été prises et impulsées par l'État étaient que finalement, il fallait que le Pays de Fayence atteigne 30 000 habitants. Et parce que le Pays de Fayence, le seuil 30 000 habitants, c'est le seuil qu'il faut atteindre pour avoir, par exemple, un lycée dans le Pays de Fayence. Les crises aujourd'hui, qui impactent aujourd'hui, c'est celles des années 70, en fait. Et tous les viticulteurs du canton de Fayence apportaient à la coopérative de Bagnoles. Donc, quand elle a fait faillite, ça a impacté tout le canton. Donc, il y a des viticulteurs qui ont disparu. Mais dans le reste du canton, c'était pas une activité primordiale. Il y avait beaucoup d'autres... et beaucoup justement de plantes à parfum, mais qui ont connu une crise à peu près à la même époque. Dans les crises, j'ai oublié le gel des oliviers, ça aussi. Et tout ça, c'était en même temps, ça s'est succédé. Ce qui a fait chuter totalement la population d'agriculteurs. Plus tard, c'est-à-dire à partir des années
90, il y a eu un renouveau. Il y a des jeunes qui se sont installés, qui sont des vieux aujourd'hui, et qui ont voulu maintenir les choses et qui ont été... Et c'est ça qui a sauvé l'agriculture, quelque part. C'est du volontarisme. Parce qu'il y en a qui pas y crevaient de faim, mais presque. Et c'est la PAC qui a beaucoup sauvé de monde. Parce que tout ce qui est activité d'élevage, sans PAC, c'était impossible. Après, c'est certainement pas le soutien des politiques, jusqu'à très récemment. Parce qu'au contraire, ils ont tout fait pour décourager les gens, parce qu'ils étaient tous corrompus jusqu'à la moelle, et que les opérations immobilières, ça rapporte beaucoup plus. Tous les agriculteurs découragés, c'est tu leur dis « Ah bah tiens, tu vas devenir riche sans travailler, là, tout d'un coup ». Forcément, il accepte. À la création du lac de Saint-Cassien, il était censé irriguer tout le canton de Fayence, et c'est grâce à nos politiques que ça s'est pas fait, parce qu'ils l'ont pas demandé. Et ils ont préféré tout miser sur le développement touristique, plutôt que de renforcer l'agriculture, sans comprendre que les deux étaient liés. Et c'est ça, surtout, que je leur reproche, c'est un manque de vision. La plante à parfum, c'est une activité agricole qui a occupé énormément de monde, qui a eu une histoire très florissante ici. Cette activité va connaître son plein essor, en gros, de 1850 jusqu'à 1950. Et là, l'activité va amorcer son déclin pour 3 raisons. D'abord, puisque les parfumeurs grassois vont planter à l'étranger aussi. Le deuxième facteur, ça va être l'arrivée sur le marché des ingrédients, des matières premières synthétiques. Et puis le troisième facteur, c'est la pression immobilière terrible qui sévit ici, qui font que les agriculteurs ont plutôt intérêt à vendre leur terrain pour y construire des bâtiments plutôt que de continuer à cultiver une fleur qui ne paye plus. Ce que je sais, c'est que mon oncle et mon grand-père, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais dans les années 70, il y a eu cet exode rural. Indirectement, les gens sont partis à la ville parce que la campagne, c'était dur. Et une famille entière ne pouvait pas en vivre. Donc il restait une personne de la fratrie qui restait à la ferme pour travailler et le reste de la famille partait en ville. Tous les jeunes dans les années 80 partaient dans le fonctionnariat ou dans le privé, mais surtout dans le fonctionnariat. Je vois ma famille, je veux dire la génération de mes grands-parents, ils étaient tous agriculteurs, la génération de mon père, ils sont tous fonctionnaires. Quand je me suis installé en 2000, on a eu une explosion démographique sur le pays de Fayence qui a été incroyable, quoi. Une urbanisation grandissante. Je pense qu'il a été, c'est facile de jeter la pierre, mais qui a été très très mal géré. J'ai un souvenir mais marquant, d'être parti le 7 ou le 8 juin d'un champ avec le troupeau, parti en montagne, revenu début novembre dans ce champ, il y avait les maisons, les volets ouverts. Par exemple, il y a eu la crise du Covid en 2021. Il y a eu des ruptures d'approvisionnement, du gaspillage alimentaire à différents endroits. Plusieurs personnes, plusieurs entités se sont posé la question, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place un diagnostic, connaître quelles sont nos vulnérabilités pour être plus résilient? La résilience, à la base, c'est une notion de physique et c'est la capacité d'un système à revenir à son état initial après un choc. Si on ramène ça à la résilience alimentaire, c'est le fait que le système alimentaire puisse nourrir la population malgré des menaces multiples, prévisibles ou imprévisibles. L'ADEME, c'est un opérateur d'État. On intervient dans 3 grands domaines, le changement climatique, la qualité de l'air et l'énergie. Deuxième domaine, l'économie circulaire, dont l'alimentation durable et la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, et également les approches territoriales. L'ADEME a mis en place dès 2021 en fait une expérimentation et des études sur la résilience alimentaire, qu'elle a travaillé avec les greniers d'abondance sur cette notion de résilience alimentaire et qu'elle accompagne désormais les territoires pour prendre connaissance de leurs vulnérabilités et les accompagner justement pour améliorer leur capacité d'adaptation et l'augmentation du niveau de résilience. Aujourd'hui, on a un système qui s'appelle un système agro-industriel. Ce système alimentaire
est confronté à de nombreuses menaces que sont le dérèglement climatique, la crise de la biodiversité, etc., etc. Ce système alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui, on le voit, alors je fais une sorte de boucle parce que c'est vraiment quelque chose de global dans lequel les agriculteurs et les consommateurs sont un maillon parmi toute une chaîne. Aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas conscients de tout ce qui se passe et c'est de par la complexité du système tel qu'il existe aujourd'hui qui fait qu'il est très dépendant des énergies fossiles, par exemple, et un jour ou l'autre, on risque de ne plus avoir assez à manger parce que ce système est quand même défaillant. Alors un projet alimentaire territorial, c'est un projet qui est en capacité justement de mettre en œuvre et d'associer ces différents enjeux. Donc que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, le climat, l'économie et la justice sociale. On a développé plusieurs pistes de résilience. C'est déjà la mise en place d'agroécologie au niveau de la production. Ça veut dire avoir une production qui est beaucoup plus diversifiée en termes de culture. Remettre de la biodiversité grâce à des haies, par exemple, ou ce type de choses, et limiter la consommation d'intrants, de pesticides, d'engrais, etc. Un autre moyen aussi de mettre en place cette résilience, c'est ce qu'on appelle la reterritorialisation des filières. Ça veut dire de mettre en place sur un territoire des outils de transformation. Un autre point, et qui est d'ailleurs hyper important et sur lequel tout est basé, c'est la réduction des consommations de viande. Il est conseillé de réduire à minima de 50% la consommation de viande, tout type de viande confondue. Alors l'outil Cratère, le calculateur de la résilience alimentaire des territoires, est un outil que nous avons développé, qui se trouve en ligne, donc vous pouvez aller en ligne. Si on fait ce prédiagnostic donc pour la communauté de communes du pays de Fayence, on voit les différents scores qui apparaissent. Et par exemple, sur le score des terres agricoles, on a un score qui est de 0 sur 10, parce qu'en fait, on a seulement un peu plus de 800 hectares qui sont productifs pour le nombre d'habitants qui est d'un peu plus de 27 000. Donc il n'y a pas assez de surface pour nourrir la population. Sur le deuxième indicateur, qui est le nombre d'agriculteurs et d'exploitations, on voit que le territoire a une note de 4 sur 10, qui est proche de ce qui se fait sur le territoire français. Sur les intrants, on a une note de 5 sur 10, la production aussi 5 sur 10. Et donc on voit en fait tous ces indicateurs et ces critères qui existent sur le territoire et qui permettent de se dire, bah tiens, on devrait peut-être prioritairement travailler sur ce sujet-ci ou sur ce sujet-là. J'ai une très bonne image du pays de Fayence parce que je vois un territoire qui réfléchit et qui a envie de préserver ses ressources, notamment la ressource en eau, qui est capable de se mettre justement autour de la table avec différents acteurs pour réfléchir à ses vulnérabilités, préservation des ressources, se projeter dans le futur, travailler pour améliorer sa résistance, sa capacité, connaître ses vulnérabilités, mettre en place des actions, c'est vraiment très positif. Ce territoire se caractérise surtout par une certaine sécheresse et pas extrêmement fertile non plus. Alors on a des cultures, ceux qui pratiquent des cultures, c'est qu'elles sont rentables, sinon ils seraient morts et ils auraient arrêté. Mais la rentabilité, elle est faible. Aucun agriculteur ne peut acheter de la terre ici, c'est pas possible. Si, certains le font, mais c'est à perte complète. Je pense que le frein majeur encore aujourd'hui, c'est l'accès au foncier agricole. Et ça, c'est une question qu'on ne résoudra pas tout seul. Le risque que l'on voit déjà préfiguré sur le territoire et qui nous inquiète vraiment beaucoup, c'est l'intégration, l'accaparement des terres agricoles par les grandes marques de parfums, justement. Ce qui pose deux problèmes majeurs. D'une part, la flambée des prix, parce que bien sûr, ça fait jurisprudence. Donc là où les marques achètent du foncier agricole, les prix augmentent. Et puis, le deuxième gros souci que ça pose, c'est la prolétarisation de l'agriculture. Et ce n'est pas du tout ce vers quoi on souhaite aller. L'autre contrainte qu'on a, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a des parcellaires vachement mités sur tout le territoire. C'est-à-dire que moi, mon exploitation, j'exploite des terres de Séan jusqu'à Montauroux. Alors quand il s'agit de faire de la récolte, c'est vrai qu'on a beaucoup de routes avec les tracteurs, mais quand il s'agit de déplacer les bêtes, c'est vrai qu'on est souvent sur la route. On est des nomades, quoi. On est des nomades. À l'époque, il y avait un organisme qui s'occupait justement d'irriguer les zones sèches du Var, la ZADIS. Et grâce à eux, on a pu faire une retenue collinaire par compactage
qui nous a permis de récupérer l'eau d'un forage et puis l'eau de pluie, etc. Et ça a très bien fonctionné jusqu'à ces dernières années, puisque là, pour la première fois cette année, il y a des problèmes, même au niveau de cette retenue collinaire. Les principaux problèmes de trucs, c'est le voisinage et l'irrigation. Le pays de Fayence, 90% de l'eau était agricole il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est 5%. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir une culture parce qu'on ne sait pas si on va avoir l'eau. Le voisin, il ne peut plus supporter le tracteur qui fait du bruit, il ne peut pas supporter la pompe qui irrigue, il ne peut pas avoir 2 minutes de patience quand tu fais traverser 2 vaches, que tu fais traverser la route. Être agriculteur aujourd'hui en pays de Fayence, c'est plus qu'une passion et il faut être un peu fou. Il faut être passionné et fou et amoureux du territoire parce que tout est compliqué. Ce que je vois, c'est qui me fait peur, c'est que demain matin, on ne reste plus beaucoup de terrain et c'est que demain matin, la collectivité vienne nous bloquer les terrains ou vienne nous prendre les terrains pour des trucs d'utilité publique. Les leviers qu'on a besoin, c'est qu'on ne mette pas des normes toutes les 2 minutes qui ne servent à rien, qu'on nous laisse l'eau auquel on a droit pour pouvoir travailler nos terres et pouvoir faire ça. C'est tout ce qu'on a besoin. Mais conserver des terres agricoles, c'est-à-dire les protéger, créer des ZAP. Il y a certains endroits, j'ai vu, ils replantent du pistachier, par exemple. Le pistachier qui résiste très bien à la sécheresse. Bon, c'est vrai, c'est une culture vivrière, mais c'est pas le plus important. Il y a les zones agricoles protégées qui vont se faire dans le pays de Fayence, qui sont déjà un bon levier pour bloquer l'urbanisation sur des terres agricoles. Mais il faudra aller plus loin, bloquer les prix, et geler les prix des terres agricoles, avoir des planchers, des plafonds plutôt de prix pour les ventes, et surtout obliger la destination des terres agricoles, qu'on ne puisse pas les laisser en friche, que les propriétaires ne puissent pas les laisser en friche, ou les garder en terrain de loisirs, comme il se fait beaucoup, des villas avec 2-3 hectares en terrain de loisirs et qui ne retourneront jamais à l'agricole. Pays de Fayence, si vous voulez, en termes de foncier, c'est aujourd'hui 3000 hectares de SAU, surface agricole utile, si vous voulez. Voilà, ces filières très dispersées, et puis donc, si vous voulez, forcément des filières très dispersées, donc des micro-productions. Et donc la question c'est, est-ce que ces filières-là, on peut, comme dans le cadre du PAT, les dédier à la résilience alimentaire, si vous voulez, ce qui est très faible aujourd'hui, mais demain on peut améliorer les choses, mais on part de très très bas, hein. On est à 4% en termes de résilience alimentaire aujourd'hui, donc on part de très bas, et puis on ne produira jamais ni du chocolat, ni tout un tas d'autres produits que les gens consomment aujourd'hui. Et puis il y a ce travail aussi à faire en coopération, si vous voulez, avec la grande distribution, les distributeurs, parce que même si on a créé le marché paysan, même si demain il y a ce nouveau marché qui va se faire à Fayence, si vous voulez, il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur un territoire qui est en train de se paupériser. Je crois qu'on est un petit peu dans la position, au niveau de la communauté de communes, par exemple, de quelqu'un qui essaye de rattraper un noyé par le col de la chemise, c'est-à-dire qu'on essaye de sauver les meubles et d'essayer de maintenir une agriculture vivante. Plus alimentaire, je ne peux pas, parce que moi, l'agriculture que je fais, c'est une agriculture alimentaire, voilà, puisque je produis du lait, du fromage, du bœuf, du veau, du porc, que je commercialise direct. Donc plus alimentaire, plus court, je ne peux pas. Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on nous laisse faire cette activité-là. Une exploitation, c'est pas que faire manger des bêtes. L'hiver, il y a les mises bas, il faut qu'on soit autonome le maximum dans nos matières premières, foin, céréales, et donc il faut toujours plus de place. On est sur 3 départements, donc l'été dans les Alpes-Maritimes, dans le col de la Bonnette avec les brebis. Les vaches sont dans la vallée de la Vésubie. L'hiver, on est 4 mois dans les Bouches-du-Rhône avec une partie du troupeau de brebis. Parce que dans 10 ans, je me dis, j'aurai toujours autant de force pour faire tout ça, d'être toujours sur la route d'un troupeau à l'autre, de tout ça. Tout ce qui est paperasse, normes, tout ce qu'on nous impose au quotidien qui s'écarte de notre métier premier de travailler la terre ou s'occuper des bêtes. On essaye de travailler sur des leviers, des outils pour se prémunir, donc c'est pour ça qu'on est engagé et qu'on s'engage, que ce soit dans les syndicats, que ce soit conseillé pour certains, pour essayer d'avoir un avenir meilleur. Mais bon, faut se battre, quoi. C'est pas un métier tranquille où on peut rester sur nos acquis, il faut se battre et se réinventer tous les jours.
Je serai en début de carrière, je continuerai quand même, parce que je vois qu'il y a quand même, effectivement, il y a un potentiel. On parle le tourisme, les problèmes fonciers, mais bon, ça nous a permis quand même de vendre nos produits, puisqu'on est obligé, avec, par exemple, le marché paysan, est obligé de s'approvisionner hors du canton de Fayence. Les plantes à parfum redémarrent. Alors que jamais j'aurais pensé ça. Il y a encore du terrain. D'abord, personnellement, j'en ai loué, combien j'ai loué ? Presque 5 hectares à des jeunes, justement, qui redémarrent. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à être totalement autonome sur le territoire en agriculture, et surtout pas en agriculture vivrière. Pour le moment, on essaye de monter un projet d'alimentation pour les cantines scolaires, ce qui sera déjà un très très bel effort et un très beau travail de réaliser. L'avenir de l'agriculture est, je pense, beaucoup plus porteur d'espoir aujourd'hui, parce que déjà, on a le soutien des élus. Mais avec les difficultés accumulées depuis des années et qu'il faut toutes résoudre en même temps. Donc, je ne dis pas que ça sera une partie de plaisir, mais c'est beaucoup plus encourageant que ça l'était, ne serait-ce que quand moi je me suis installé. Et depuis, on va dire, une quinzaine d'années, il y a quand même un renouveau d'installation dans le pays de Fayence. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de jeunes et d'installés dans le pays de Fayence que depuis une quinzaine d'années. Parce que c'est porteur, on arrive à vendre, on s'est spécialisé dans des filières qui marchent, surtout pour ma part en élevage, en transformation laitière. Donc on arrive à vendre tout en direct à des prix qui nous permettent d'en vivre à l'année. Je pense qu'il y a de l'avenir parce que les gens ont quand même tendance à venir de plus en plus sur les circuits courts, même si ce n'est pas assez, mais ça augmente d'année en année. Malgré le pouvoir d'achat qui baisse et qui se ressent, les paniers moyens qui baissent pour les gens, malgré que les circuits courts ne sont pas forcément plus chers, mais c'est plus compliqué que d'aller au supermarché, on trouve tout au même endroit. Donc c'est une éducation à refaire de la population. Et en partenariat avec les collectivités, ce qu'on pourrait faire, c'est pour ceux d'entre nous qui ont une production un peu... qui ont du mal à écouler une production, c'est travailler en partenariat avec des cantines pour écouler une partie de la marchandise s'ils ont des difficultés. Mais sinon, un grand nombre d'entre nous travaillent coup par coup avec des collèges, des cantines collectives. Par exemple, la semaine du goût, on distribue des fromages, des yaourts, on fait des visites. Donc on éduque un peu la nouvelle génération en faisant des visites d'écoles toute l'année, de différentes écoles du canton. À peu près 95% de notre clientèle, c'est du local, c'est pas du tout le tourisme. On n'a jamais misé là-dessus. La clientèle est là. L'été, bien sûr, il y a forte augmentation de la clientèle. Mais toute l'année, on a la chance ici d'avoir quand même cette clientèle toute l'année. Les agriculteurs qui font partie de la ferme du Laquais actuellement ont tous envie que ça continue. Et je crois que c'est ça qui va permettre justement la pérennité du marché. Parce qu'il faut que ça soit eux. On est passé en l'espace de 10 ans de 2 agriculteurs à 33 aujourd'hui. Et se tiendra dans quelques jours là, le prochain conseil d'administration de l'association qui accueillera 8 nouveaux producteurs. Quand nous, petits agriculteurs et petites poignées d'agriculteurs, on a derrière nous des machines de guerre comme LVMH, Chanel et d'autres, il est évident qu'on est largement armé pour aller discuter d'abord avec l'ensemble des partenaires, avec les politiques, avec les organismes professionnels. On a jeté un coup de projecteur sur ce territoire avec cette activité-là. Et si la plante à parfum peut servir de moteur dans cette histoire, eh bien, qu'elle le fasse et qu'on en profite. Les enjeux sont posés. Est-ce qu'il faut ou pas faire des zones agricoles protégées? Est-ce qu'il faut préserver tout ça? Et c'est ça qui est important. Et le travail des élus, il est sur le foncier, il est sur l'eau, si vous voulez. Le reste, ça appartient aux agriculteurs. On sent bien qu'il y a des installations nouvelles et qu'il y a une arrivée de nouvelles générations de jeunes agriculteurs. Et je suis pas, moi, alors je suis quelqu'un de résolument optimiste, donc je suis pas du tout inquiet, moi, pour l'avenir. Je pense qu'on n'a pas forcément fait le lien entre l'agriculture, l'urbanisation. Il faut de tout, on a besoin de tout pour une économie, mais il ne faut pas oublier que
L'agriculture aujourd'hui, elle doit reprendre du sens. Et la France, elle a besoin de souveraineté alimentaire. La France, le pays de faïence, ce qu'on fait, c'est une passion avant tout, mais on est là pour nourrir des gens, quoi. On a un rôle. Par contre, le problème, c'est que le week-end, les gens, ils t'adorent. Le lundi matin, quand tu es au travail et qu'ils sont conditionnés pour aller à leur travail, c'est... Mais bon, c'est comme ça, c'est l'humain, on est tous pareils. Hein, voilà. Faut vivre avec tout le monde. Hein.